Imaginez un instant que vous vous réveillez demain matin et que tout a disparu. Votre travail, votre statut social, vos relations, votre compte en banque et même votre réputation. Il ne reste plus que vous, nu face à l'existence. Cette image vous terrifie, n'est-ce pas? C'est une réaction viscérale, presque animale. Pourtant, il y a une question encore plus effrayante que la plupart d'entre nous évitent de se poser chaque jour. Et si la vie que vous construisez actuellement, cette vie pour laquelle vous vous sacrifiez tant, n'était pas la bonne? Et si vous étiez en train de gravir une échelle posée contre le mauvais mur? La majorité des gens vivent avec ce bruit de fond, une anxiété sourde qui murmure que quelque chose cloche, mais préfèrent rester dans une prison confortable plutôt que d'affronter l'inconnu. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de changer de coiffure ou de prendre des vacances. Nous allons parler de la chose la plus radicale et la plus nécessaire qu'un être humain puisse faire, tuer son ancienne identité pour en faire naître une nouvelle. Bienvenue dans la première étape de votre reconstruction. Pour comprendre pourquoi l'idée de repartir à zéro nous paralyse, il faut d'abord comprendre comment notre cerveau nous ment. Nous sommes biologiquement programmés pour la survie, pas pour le bonheur. Pour nos ancêtres, l'inconnu signifiait la mort. Quitter la tribu, changer de territoire, c'était risquer d'être dévoré. Aujourd'hui, ce danger mortel a disparu, mais le mécanisme de peur est resté intact. Lorsque vous pensez à changer de carrière, à quitter une relation toxique ou à déménager dans un autre pays, votre cerveau active les mêmes signaux d'alarme que si vous étiez face à un lion. Il vous inonde de cortisol, l'hormone du stress. Il vous crie « Reste ici, c'est sûr, tu connais les règles ». C'est pour cela que tant de gens restent bloqués dans des situations qui les rendent malheureux. Ce n'est pas par manque de courage, mais par excès d'instinct de conservation mal placé. Votre première mission, avant même de poser la première brique de votre nouvelle vie, est de réaliser que cette peur physique n'est pas une prophétie. C'est simplement un vieux programme informatique obsolète qui essaie de vous protéger d'un danger qui n'existe plus. Mais il y a un piège encore plus insidieux qui nous retient, un concept que les économistes et les psychologues appellent le coût irrécupérable. C'est l'une des plus grandes chaînes mentales de l'humanité. Le raisonnement est simple et tragique. J'ai passé 10 ans à étudier la médecine, je ne peux pas arrêter maintenant. Ou nous sommes mariés depuis 15 ans, je ne peux pas partir maintenant. Nous avons tendance à valoriser ce que nous avons déjà investi, que ce soit du temps, de l'argent ou des émotions, plus que notre bonheur futur. C'est comme continuer à regarder un film terriblement ennuyeux au cinéma simplement parce que vous avez payé le billet 15 €. C'est absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec nos vies. Nous continuons à investir dans notre malheur parce que nous avons peur de gâcher le passé. Mais voici la vérité brutale que le stoïcisme nous enseigne. Le passé est mort. Il n'existe plus. Tout le temps que vous avez investi dans une voie qui ne vous convient plus n'est pas une dette que vous devez rembourser par encore plus de souffrance. Accepter de perdre cet investissement est le prix à payer pour votre liberté. Le philosophe Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » La plus grande perte de temps n'est pas l'échec, c'est l'hésitation. Beaucoup de gens passent des années dans ce que j'appelle la salle d'attente de la vie. Ils attendent le bon moment, le bon montant d'argent, ou une sorte de permission divine pour changer. Ils analysent, ils pèsent le pour et le contre jusqu'à l'épuisement mental. C'est la paralysie par l'analyse. Vous lisez des livres, vous regardez des vidéos comme celle-ci, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas. Pourquoi? Parce que dans votre tête, repartir à zéro signifie échouer. La société nous a appris que la vie est une ligne droite. École, travail, promotion, retraite. Si vous devez revenir à la case départ, vous avez l'impression d'avoir perdu la course. Mais la vie n'est pas une course linéaire, c'est une sculpture. Parfois, il faut casser une partie de la pierre pour révéler la forme qui se cache dessous. Repartir à zéro n'est pas un recul, c'est une correction de trajectoire. C'est l'acte d'intelligence ultime qui consiste à dire « J'ai appris, j'ai compris, et maintenant je vais appliquer. » Il y a aussi la peur du jugement, ce regard pesant des autres. Que vont dire mes parents? Que vont penser mes anciens collègues si je deviens artiste ou agriculteur? Épictète, l'un des plus grands maîtres stoïciens, nous rappelait que nous souffrons plus en imagination que dans la réalité. Nous construisons des scénarios catastrophes où tout le monde se moque de nous. La réalité est beaucoup plus simple et un peu vexante. Les gens ne pensent pas à vous. Ils sont trop occupés à gérer leur propre peur et leur propre vie. L'opinion des autres est hors de votre contrôle. Et selon les stoïciens, tout ce qui est hors de votre contrôle ne devrait pas affecter votre paix intérieure.
Si vous basez votre vie sur les applaudissements des autres, vous signez un contrat de malheur perpétuel. Repartir à zéro demande une forme d'égoïsme sain. Il faut accepter d'être mal compris pendant un certain temps. Il faut accepter d'être le fou qui quitte une situation stable pour poursuivre une vision que personne d'autre ne voit. C'est le prix de l'authenticité. Mais alors, que signifie vraiment repartir à zéro? Le terme est trompeur. Vous ne repartez jamais vraiment de zéro. Vous ne redevenez pas un enfant ignorant. Vous repartez avec de l'expérience. Vous repartez avec la connaissance de ce que vous ne voulez plus. C'est une différence fondamentale. Imaginez que vous jouez à un jeu vidéo et que vous perdez au niveau 10. Quand vous recommencez, vous connaissez les pièges, vous connaissez les raccourcis. Vous allez progresser beaucoup plus vite cette fois-ci. C'est la même chose dans la vie. Vos échecs passés, vos douleurs, vos années perdues sont en réalité votre plus grand atout. Elles constituent la base de données qui va vous permettre de construire votre nouvelle vie avec sagesse. La peur vient de l'idée que vous allez vous retrouver nu et sans ressources. Mais vos ressources sont internes. Votre résilience, votre capacité d'adaptation, votre intelligence. Personne ne peut vous enlever ça. Pour clore cette première partie de notre voyage, je veux que vous changiez votre vocabulaire intérieur. Arrêtez de dire « j'ai tout perdu » ou « je dois tout recommencer ». Dites plutôt « je viens de terminer un chapitre et j'ai tourné la page ». Le livre n'est pas fini. En réalité, l'histoire ne fait que commencer à devenir intéressante. Les meilleurs films, les meilleurs romans, sont ceux où le héros traverse une crise majeure et se transforme. Personne ne veut voir un film où tout va bien du début à la fin. Votre crise actuelle, cette envie de tout plaquer, c'est l'appel à l'aventure. C'est la vie qui vous secoue pour vous réveiller. La peur que vous ressentez est normale, elle est même nécessaire. Elle indique que vous êtes face à quelque chose d'important. Cependant, comprendre la philosophie est une chose, mais l'appliquer concrètement en est une autre. Comment gère-t-on le vide vertigineux qui suit la décision de tout arrêter? Comment fait-on pour ne pas paniquer quand on n'a plus de plan, plus d'étiquette, plus de routine? C'est là que le vrai travail commence. Dans la prochaine partie, nous allons explorer la vallée de la solitude. Nous verrons comment traverser cette période de transition où l'ancien monde est mort, mais où le nouveau n'est pas encore né. C'est la phase la plus dangereuse, mais aussi la plus magique. Préparez-vous, car maintenant que vous avez accepté l'idée du départ, il va falloir apprendre à marcher dans le brouillard. Vous avez donc pris la décision. Peut-être avez-vous posé votre démission, mis fin à cette relation qui vous détruisait, ou simplement décidé intérieurement que l'ancien vous était mort. C'est fait. Le pont est brûlé. Et maintenant, que se passe-t-il? On s'attend souvent à un sentiment immédiat d'euphorie, une musique de victoire, un soulagement instantané. Mais la réalité est très différente. Ce qui suit la décision de repartir à zéro, c'est le silence. Un silence assourdissant, lourd et terrifiant. Bienvenue dans la vallée de la solitude. C'est ici que la plupart des gens abandonnent. C'est ici que la tentation de faire demi-tour, de courir récupérer les cendres de votre ancienne vie, est la plus forte. Pourquoi? Parce que le vide ressemble à la mort. Lorsque vous retirez de votre vie tout ce qui vous définissait, votre titre professionnel, votre rôle social, vos habitudes rassurantes, vous vous retrouvez face à un étranger, vous-même. Pour la première fois depuis des années, il n'y a plus de bruit pour couvrir vos pensées. Il n'y a plus de validation extérieure. Personne ne vous dit bravo pour votre travail, personne ne vous attend le soir. Cette absence de feedback agit comme un sevrage de drogue dure. Nous sommes accros à l'importance, accros à l'idée d'être quelqu'un. En repartant à zéro, vous devenez temporairement personne. Et c'est précisément là que réside votre plus grande opportunité. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Pour que la nouveauté entre dans votre vie, il faut créer de l'espace. Ce vide que vous ressentez n'est pas une absence de vie, c'est un espace de création. C'est une toile blanche. Mais avant de peindre, il faut supporter la blancheur aveuglante de la toile. Dans cette vallée, vous allez inévitablement perdre des gens. C'est une loi universelle du changement. Au moment où vous commencez à changer, à remettre en question le statu quo, vous devenez un miroir pour ceux qui vous entourent. Votre évolution renvoie aux autres l'image de leur propre stagnation. Certains vous diront que vous faites une erreur, que vous êtes irresponsable, ou pire, ils s'éloigneront doucement sans rien dire. Ne leur en voulez pas. Ne cherchez pas à les retenir. C'est ce qu'on appelle le détachement sélectif.
Imaginez une montgolfière qui essaie de prendre de l'altitude. Pour monter, elle doit lâcher du lest. Ces relations, ces obligations sociales qui ne nourrissent plus votre âme, sont ce lest. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la physique. Vous ne pouvez pas emmener tout le monde avec vous dans votre nouvelle vie. Accepter cette solitude temporaire est la preuve de votre maturité. C'est le moment de réaliser que la seule personne qui vous accompagnera du berceau à la tombe, c'est vous-même. Il est temps de devenir votre meilleur ami. C'est ici que la pratique du détachement stoïcien devient votre arme la plus puissante. Le détachement ne signifie pas ne rien ressentir ou devenir un robot sans émotion. Cela signifie comprendre la différence entre ce que je suis et ce que j'ai. Dans votre ancienne vie, vous aviez probablement fusionné les deux. Vous pensiez « je suis comptable, je suis le mari, je suis propriétaire ». Non, ce sont des rôles, des costumes, des possessions. Ce n'est pas vous. Repartir à zéro exige de retirer ces costumes. C'est un exercice de dépouillement. Qui êtes-vous quand vous n'avez rien à prouver à personne? Qui êtes-vous le dimanche après-midi quand le téléphone ne sonne pas? Cette question est angoissante, mais la réponse est la fondation inébranlable de votre avenir. Si vous parvenez à trouver la paix dans une pièce vide, sans divertissement, sans écran, juste avec votre respiration, alors vous devenez invincible. Car si vous n'avez besoin de rien pour être serein, on ne peut rien vous prendre. Parlons de l'ennui. Dans notre société moderne hyperconnectée, l'ennui est devenu l'ennemi public numéro 1. Dès que nous avons 3 secondes de libre, nous sortons notre téléphone pour scroller, pour consommer, pour fuir. Mais dans la vallée de la solitude, vous devez réapprendre à vous ennuyer. Blaise Pascal, un génie des mathématiques et de la philosophie, disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » L'ennui est le terreau de la créativité. C'est quand le cerveau n'est plus stimulé par l'extérieur qu'il commence à générer des idées de l'intérieur. C'est dans ce calme plat que les vraies envies, celles qui viennent des tripes et non des publicités, remontent à la surface. N'essayez pas de combler le vide immédiatement par un nouveau projet frénétique ou une nouvelle relation pansement. Restez dans l'inconfort. Laissez la boue se déposer pour que l'eau redevienne claire. Cependant, il y a un danger mortel dans cette phase, la victimisation. Il est facile, seul dans son appartement, de glisser vers l'apitoiement. Pourquoi c'est si dur? J'ai tout gâché. Vous devez surveiller votre dialogue intérieur comme un gardien de prison. Ne vous racontez pas l'histoire de la victime. Racontez-vous l'histoire de l'architecte qui examine un terrain vague avant de construire un gratte-ciel. Ce temps de solitude est un investissement. C'est ce qu'on appelle le monk mode, le mode moine, dans le développement personnel moderne. C'est une période d'incubation. Regardez la nature. Avant le printemps, il y a l'hiver. L'hiver semble mort, froid, immobile. Pourtant, sous la terre, c'est là que les racines se renforcent, c'est là que l'énergie se concentre pour préparer l'explosion de vie qui va suivre. Vous êtes en hiver, ne forcez pas les fleurs à sortir en tirant dessus. Elles viendront en leur temps. Durant cette période, faites le tri, littéralement et figurativement. Videz vos placards, jetez ce qui ne sert plus, nettoyez votre environnement numérique. Le chaos extérieur reflète souvent le chaos intérieur. En ordonnant votre espace physique, vous envoyez un signal puissant à votre cerveau. Nous sommes en contrôle. Nous préparons le terrain. Le minimalisme n'est pas juste une mode esthétique, c'est une hygiène mentale pour celui qui veut repartir à zéro. Moins vous avez de distractions visuelles et matérielles, plus vous avez d'énergie mentale pour vous concentrer sur l'essentiel. Rappelez-vous, vous êtes en train de reconstruire votre identité. Vous ne voulez pas construire du neuf sur des fondations pourries ou encombrées. Vous commencerez alors à sentir quelque chose changer. Une fois que la panique du vide s'estompe, une sensation étrange apparaît, la légèreté. Vous réalisez que le monde ne s'est pas arrêté de tourner parce que vous avez changé de direction. Vous réalisez que vous êtes toujours vivant, que vous mangez, que vous dormez, que le soleil se lève. Cette réalisation dissout la peur. Vous comprenez que la sécurité ne venait pas de votre emploi ou de votre statut, mais de votre capacité à faire face. C'est la naissance de la véritable confiance en soi. Pas l'arrogance, mais la confiance calme de celui qui a traversé le désert et a survécu. Vous n'avez plus besoin de faire semblant. Vous êtes authentique, peut-être pour la première fois de votre vie. Maintenant que vous avez fait le vide, que vous avez accepté la solitude et que vous avez nettoyé le terrain, une nouvelle question, plus pressante, émerge. Dans quelle direction dois-je marcher?
Avoir une toile blanche est excitant, mais cela peut aussi être paralysant si l'on ne sait pas quoi peindre. Comment savoir si votre prochain choix ne sera pas une autre erreur? Comment distinguer une véritable vocation d'un simple caprice passager? Il ne s'agit plus de fuir l'ancien, mais de bâtir le nouveau. Dans la prochaine partie, nous allons explorer la boussole intérieure. Nous verrons comment identifier vos valeurs profondes et définir une vision qui ne dépend pas des modes ou des attentes des autres, mais de votre propre vérité. Le temps de la contemplation touche à sa fin, le temps de la stratégie approche. Vous êtes maintenant debout au milieu des ruines de votre ancienne vie. Le silence est fait, les distractions sont écartées. C'est à ce moment précis qu'une nouvelle angoisse surgit, souvent plus vertigineuse que la précédente, l'angoisse de la page blanche. Quand tout est possible, on ne sait plus quoi choisir. C'est le paradoxe du choix. Vous avez la liberté absolue, mais sans direction. La liberté ressemble à une prison à ciel ouvert. La plupart des gens, effrayés par cette immensité, commettent alors leur première erreur fatale. Ils se précipitent sur la première opportunité venue simplement pour combler le vide. Ils acceptent un travail qu'ils détestent juste pour faire quelque chose. Ils entrent dans une relation par peur d'être seuls. Ne faites pas ça. Vous n'avez pas traversé l'enfer du détachement pour vous reconstruire une prison médiocre. Il vous faut une direction. Mais attention, vous ne cherchez pas une carte précise, car le territoire changera toujours. Vous cherchez une boussole. Pour calibrer cette boussole, nous devons d'abord détruire un mythe populaire, l'idée qu'il faut trouver sa passion avant de commencer. C'est un mensonge romantique qui paralyse des millions de personnes. On s'imagine que la passion va nous frapper comme la foudre, que notre mission de vie est écrite quelque part dans les étoiles et qu'il suffit de la découvrir. La réalité est beaucoup plus pragmatique. La passion n'est pas une cause, c'est une conséquence. Elle vient après l'action, après la maîtrise, après l'effort. Vous ne pouvez pas savoir si vous aimez l'architecture, le code ou l'agriculture en y réfléchissant assis sur votre canapé. Au lieu de chercher une passion, cherchez une curiosité. Qu'est-ce qui vous intrigue? Sur quel sujet pouvez-vous lire 500 pages sans vous ennuyer? Suivre sa curiosité est beaucoup moins intimidant que de chercher le but ultime de sa vie. C'est un petit fil que l'on tire et qui finit par dévoiler la pelote entière. Mais comment savoir si on va dans la bonne direction? Il existe une technique contre-intuitive mais redoutablement efficace, utilisée aussi bien par les philosophes stoïciens que par les plus grands entrepreneurs modernes, l'inversion ou l'antivision. Il est souvent très difficile de définir ce qui nous rendra heureux, car le bonheur est une notion floue et changeante. En revanche, nous savons exactement ce qui nous rend malheureux. Prenez une feuille de papier. Décrivez en détail la vie que vous ne voulez absolument pas avoir dans 5 ans. Décrivez le travail qui vous tuerait à petit feu, les relations toxiques, la santé dégradée, la routine qui vous étouffe, l'endroit où vous détesteriez vivre. Soyez précis, visualisez cet enfer personnel. Une fois que cette image est claire, votre mission devient simple, courez dans la direction opposée. Si votre antivision est de passer 8 heures par jour enfermé dans un bureau sans fenêtre, alors toute opportunité qui vous offre le grand air est un pas dans la bonne direction. Savoir ce que l'on fuit est souvent un moteur plus puissant que de savoir ce que l'on cherche. Une fois l'antivision définie, il faut parler de vos valeurs. Les valeurs ne sont pas des objectifs. Un objectif, c'est gagner 10 000 euros par mois ou perdre 10 kilos. Une fois l'objectif atteint, on se sent souvent vide. Une valeur, c'est une direction comme l'est ou l'ouest. On ne peut jamais atteindre l'est, on ne peut que marcher vers l'est. Si votre valeur fondamentale est la liberté, elle guidera toutes vos décisions. Entre un poste de directeur très bien payé mais qui exige 80 heures de travail par semaine et un projet entrepreneurial risqué mais flexible, la valeur liberté tranchera pour vous. Si votre valeur est la sécurité, vous ferez le choix inverse. Le drame de beaucoup de gens est qu'ils poursuivent les objectifs de la société, argent, gloire, statut, qui contredisent leurs propres valeurs profondes. C'est la recette garantie pour réussir sa vie aux yeux des autres, tout en la ratant à ses propres yeux. Sénèque disait, « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » Vos valeurs sont le nom de votre port. Maintenant, parlons du temps. Pour repartir à zéro intelligemment, vous devez changer votre relation au temps. Nous surestimons ce que nous pouvons faire en une journée, mais nous sous-estimons radicalement ce que nous pouvons faire en 3 ans. 3 ans, c'est le temps qu'il faut pour devenir excellent dans un tout nouveau domaine. C'est long quand on regarde devant soi, mais c'est un battement de cils à l'échelle d'une vie. Acceptez d'être un débutant.
Acceptez d'être nul au début. L'ego déteste ça. L'ego veut être un expert tout de suite. Mais le maître a échoué plus de fois que le débutant n'a essayé. Voyez cette période comme un apprentissage, pas comme une performance. Vous êtes un scientifique dans un laboratoire. Votre vie est l'expérience. Si une tentative échoue, ce n'est pas que vous êtes un échec, c'est que l'hypothèse était fausse. Vous notez le résultat, vous ajustez et vous recommencez. Cette mentalité expérimentale vous enlève le poids de la perfection. Vous n'avez pas besoin de réussir du premier coup, vous avez juste besoin d'apprendre. Il est aussi temps de faire le deuil de vos anciennes ambitions si elles ne vous appartiennent plus. Peut-être rêviez-vous d'être médecin parce que vos parents le voulaient, ou d'être riche pour impressionner vos amis du lycée. Ces rêves périmés sont des fantômes qui hantent votre nouvelle vie. Organisez-leur des funérailles mentales. Dites-leur adieu. Vous ne repartez pas à zéro pour satisfaire l'enfant que vous étiez, ni pour plaire à vos parents. Vous repartez à zéro pour satisfaire l'adulte que vous êtes devenu. C'est un acte d'indépendance totale. Demandez-vous, si je ne pouvais le dire à personne, si je ne pouvais pas poster ma réussite sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je ferais quand même? La réponse à cette question est souvent la clé de votre véritable vocation. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Faire ce qui est juste pour soi, même quand personne ne regarde. Une fois que vous avez votre boussole, vos valeurs et votre carte des zones à éviter, l'antivision, une image commence à se former. Ce n'est pas encore une image HD, c'est peut-être juste une esquisse floue. Vous savez par exemple que vous voulez travailler de vos mains, être proche de la nature et ne plus avoir de patron. C'est suffisant pour commencer. N'attendez pas la clarté totale pour bouger. La clarté vient avec le mouvement. Imaginez que vous conduisez une voiture la nuit. Vos phares n'éclairent que les 50 prochains mètres. Vous ne pouvez pas voir la destination finale à 500 km de là. Mais vous n'avez pas besoin de la voir. Il suffit de voir les 50 prochains mètres pour avancer. Et quand vous aurez avancé, vous verrez les 50 mètres suivants. La vie fonctionne exactement comme ça. Faites le premier pas visible et le suivant apparaîtra. Cependant, avoir une vision ne suffit pas. Le monde est rempli de rêveurs qui ont des visions magnifiques mais qui restent bloqués dans leur lit. Le fossé entre la vision et la réalité est immense et il n'y a qu'une seule chose qui peut combler ce fossé. L'action disciplinée est parfois douloureuse. Comment passe-t-on de la théorie à la pratique quand on a peur de faire le premier pas? Comment construire une discipline de fer quand on a perdu l'habitude de l'effort? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie, l'architecture de l'action. Nous allons transformer votre vision vaporeuse en un plan de bataille solide, brique par brique, habitude par habitude. Préparez-vous, car c'est le moment où la philosophie doit se salir les mains. Nous arrivons maintenant au carrefour le plus critique de votre renaissance. Vous avez accepté le vide, vous avez calmé votre esprit et vous avez une direction grâce à votre boussole intérieure. Sur le papier, tout est prêt. Pourtant, c'est exactement ici que 90% des gens échouent. Ils restent bloqués dans la phase de planification éternelle. Ils peaufinent leur vision, ils achètent des carnets, ils regardent des tutoriels, mais ils ne posent pas la première brique. Pourquoi? Parce qu'ils attendent un invité qui ne vient jamais, la motivation. Il est temps de tuer un mythe toxique. La motivation n'est pas le carburant de l'action. C'est une émotion passagère, instable et capricieuse, comme la météo. Construire sa nouvelle vie sur la motivation, c'est comme construire une maison sur du sable mouvant. Si vous attendez de vous sentir prêt ou d'avoir envie pour agir, vous attendrez toute votre vie. Les professionnels n'attendent pas l'inspiration, ils se mettent au travail. Pour repartir à zéro, vous ne devez pas chercher la motivation, vous devez construire une discipline. L'erreur fondamentale est de voir l'action comme une montagne immense. Votre cerveau, toujours soucieux de vous économiser de l'énergie, regarde la somme de travail à accomplir pour atteindre votre nouvelle vie et il panique. Il déclenche la procrastination pour vous protéger de cet effort monumental. La solution n'est pas de forcer, mais de ruser. Oubliez la montagne. Regardez vos pieds. C'est le principe du Kaizen ou des petits pas. Ne vous dites pas « je vais écrire un livre ». Dites-vous « je vais écrire 2 phrases ce matin ». Ne vous dites pas « je vais me construire un corps d'athlète ». Dites-vous « je vais faire 5 pompes ». Cela semble ridicule? C'est le but. L'action doit être si petite qu'il est impossible de dire non. En réduisant la barrière d'entrée, vous court-circuitez la peur de votre cerveau. Une fois que vous êtes en mouvement,
Même au ralenti, il est beaucoup plus facile de continuer. La loi de l'inertie s'applique aussi à l'esprit humain. Un corps en mouvement tend à rester en mouvement. C'est ici qu'intervient la notion de système. Dans votre ancienne vie, vous étiez peut-être porté par des obligations externes, un patron qui surveille vos horaires, des factures qui tombent à date fixe. Maintenant que vous repartez à zéro, souvent vers plus d'indépendance, ces structures externes disparaissent. Vous devez devenir votre propre architecte et votre propre contremaître. La volonté est une ressource épuisable, comme une batterie. Si vous devez utiliser votre volonté chaque matin pour décider de travailler, vous serez épuisé avant midi. Vous devez automatiser vos décisions. C'est ce qu'on appelle une routine. Une routine n'est pas une prison, c'est une armure. Si vous décidez que tous les jours de 8 heures à 10 heures, vous travaillez sur votre nouveau projet, peu importe votre humeur, peu importe la pluie ou le soleil, vous éliminez la négociation mentale. La négociation avec soi-même est l'ennemi de la réussite. Est-ce que je le fais maintenant ou plus tard? Cette simple question consomme de l'énergie. La discipline, c'est l'art de ne jamais se poser ces questions. Mais attention, le chemin de l'action est gardé par un monstre invisible que l'auteur Steven Pressfield appelle la résistance. La résistance est cette petite voix insidieuse qui vous trouve toujours une excuse valable pour ne pas faire ce qui est important. Tu es trop fatigué, il te manque encore une information. Tu devrais d'abord ranger ton bureau. Plus votre projet est important pour l'évolution de votre âme, plus la résistance sera forte. Elle ne s'attaque pas aux choses futiles. Vous ne ressentez jamais de résistance pour regarder une série ou manger une pizza. Vous la ressentez quand vous voulez créer, apprendre ou grandir. Sentez cette peur, ce blocage au moment de vous y mettre, c'est bon signe. C'est une boussole inversée. La peur vous indique exactement ce que vous devez faire. Si vous n'avez pas peur, c'est que vous ne visez pas assez haut. Votre tâche n'est pas de tuer la peur, mais d'agir malgré elle. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'avancer avec la peur comme passager. Dans cette architecture de l'action, il faut aussi apprendre à tomber amoureux de l'ennui. Nous vivons dans une culture du résultat, du avant-après spectaculaire. Les réseaux sociaux nous montrent le podium, la médaille, le million d'euros, mais jamais les milliers d'heures de pratiques solitaires et répétitives. Pourtant, le succès est un iceberg dont la partie immergée est faite d'ennui et de répétition. Repartir à zéro, c'est accepter d'être un débutant maladroit. C'est accepter de faire des gammes quand on rêve de jouer des concertos. Les stoïciens nous rappellent de nous concentrer sur le processus, pas sur le résultat. Le résultat, réussir, gagner de l'argent, être reconnu, ne dépend pas entièrement de vous. Il y a une part de chance, de circonstance. Par contre, le processus, travailler 2 heures par jour, apprendre, s'améliorer, dépend à 100% de vous. Si vous liez votre bonheur au résultat, vous serez anxieux et frustré. Si vous liez votre fierté à la qualité de votre action quotidienne, vous serez invincible. Trouvez de la noblesse dans la répétition. Un autre piège de l'action est le perfectionnisme. Le perfectionnisme n'est pas une quête de qualité, c'est de la peur déguisée en chaussures de luxe. C'est la peur d'être jugé, la peur de montrer quelque chose d'imparfait. Mais rappelez-vous, la version 1.0 de quoi que ce soit est toujours médiocre. Vos premiers projets seront imparfaits, vos premières tentatives seront maladroites. Et c'est normal. Acceptez de faire du brouillon. La quantité mène à la qualité. Un professeur de poterie a fait une expérience. Il a divisé sa classe en 2. Au premier groupe, il a dit « Vous serez noté sur la qualité parfaite d'un seul pot ». Au deuxième groupe, il a dit « Vous serez noté sur la quantité, faites 50 kilos de pot ». À la fin, les plus beaux pots venaient du groupe de la quantité. Pourquoi? Parce pendant que le groupe qualité théorisait sur le pot parfait, le groupe quantité pratiquait, échouait, apprenait et s'améliorait. Pour repartir à zéro, il faut accepter de produire beaucoup, de rater souvent et d'apprendre vite. L'action imparfaite bat toujours la réflexion parfaite. Enfin, protégez votre nouveau projet comme un secret précieux. Il y a une étrange psychologie humaine. Quand vous annoncez vos projets à tout le monde, votre cerveau reçoit une petite dose de dopamine, comme si vous aviez déjà accompli la chose. Cette satisfaction prématurée tue votre envie d'agir. Vous avez reçu la récompense sociale avant d'avoir fait le travail. Gardez le silence. Laissez vos résultats faire du bruit plus tard. Travaillez dans l'ombre. Il y a une puissance mystique à construire en secret.
Cela crée une pression interne qui ne peut s'échapper que par l'action et non par la parole. Soyez celui qui fait, pas celui qui dit qu'il va faire. Vous avez maintenant les outils, le détachement pour quitter l'ancien, la boussole pour viser le nouveau et la discipline pour marcher chaque jour. Mais la route est longue. Il y aura des tempêtes, des doutes et des moments où vous voudrez tout abandonner pour retourner à votre confort médiocre. Comment tenir sur la durée? Comment transformer ce nouveau départ en une vie qui a du sens jusqu'à votre dernier souffle? C'est ce que nous découvrirons dans la dernière partie de notre voyage, l'amor fati et la citadelle intérieure. Nous verrons comment aimer tout ce qui arrive, les victoires comme les échecs, pour devenir véritablement intouchables. Nous voici arrivés au terme de notre voyage. Vous avez déconstruit votre ancienne identité, traversé le désert de la solitude, calibré votre boussole et commencé à poser les briques de l'action. À ce stade, vous pourriez penser que le plus dur est fait. Vous imaginez peut-être que maintenant, la route sera droite, ensoleillée et pavée de succès immédiats. Si je vous disais cela, je vous mentirais. La vérité, c'est que même en repartant à zéro avec les meilleures intentions du monde, la vie reste la vie. Elle est imprévisible, parfois injuste et souvent brutale. Vous allez rencontrer des échecs. Votre nouveau projet ne décollera peut-être pas aussi vite que prévu. Vous ferez face à des critiques. Vous aurez des moments de doute terrifiants à 3 heures du matin. C'est inévitable. La question n'est pas de savoir si vous allez tomber, mais qui vous serez au moment de vous relever. C'est là que réside le secret ultime des grands esprits, le concept qui transforme la peur en carburant. Amor fati. Amor fati est une expression latine utilisée par les philosophes stoïciens et plus tard par Nietzsche, qui signifie l'amour du destin. Notez bien la nuance. On ne parle pas de supporter son destin, ni de l'accepter avec résignation. On parle de l'aimer. C'est une idée radicale. Cela signifie que tout ce qui vous arrive, le bon comme le mauvais, la réussite comme la faillite, la santé comme la maladie, doit être accueilli non pas comme un obstacle, mais comme la matière première de votre existence. Imaginez un feu ardent. Si vous jetez un morceau de bois dans ce feu, il le consume. Si vous jetez un rocher, il le chauffe. Si vous jetez des déchets, il les transforme en flammes. Le feu ne dit pas « je ne veux pas de ce bois », il est trop tordu. Le feu prend tout ce qu'on lui donne et le transforme en chaleur et en lumière. Vous devez devenir ce feu. Lorsque vous repartez à zéro, vous êtes vulnérable. Si vous liez votre bonheur uniquement au succès de votre nouvelle entreprise, vous restez un esclave. Si votre plan échoue, vous êtes détruit. L'amor fati vous rend invincible car il change la règle du jeu. Si vous réussissez, c'est bien, vous avez du matériel pour progresser. Si vous échouez, c'est bien aussi, vous avez une leçon pour vous renforcer. Rien ne peut vous atteindre car vous avez décidé d'aimer tout ce qui arrive. C'est la différence entre le fragile et l'antifragile. Le fragile craint le choc, l'antifragile se renforce grâce au choc. En adoptant cette mentalité, vous ne craignez plus l'avenir. Vous savez que peu importe ce que l'univers vous envoie, vous saurez l'utiliser. C'est la fin de la peur. Pour maintenir cet état d'esprit, vous devez construire ce que l'empereur philosophe Marc aurait appelé la citadelle intérieure. Le monde extérieur sera toujours chaotique. L'économie peut s'effondrer, les modes changent, les gens trahissent. Si votre paix dépend de ces facteurs externes, vous serez ballotté comme une barque dans une tempête. La citadelle intérieure est un espace mental que vous construisez en vous-même, une forteresse où rien d'extérieur ne peut pénétrer sans votre permission. C'est là que réside votre liberté. On peut vous enlever votre argent, votre réputation, et même votre liberté physique, mais on ne peut pas vous enlever votre liberté de penser et de juger les événements. Repartir à zéro, c'est avant tout reconstruire cette forteresse. C'est comprendre que votre valeur ne dépend pas de votre compte en banque ou de votre titre, mais de votre caractère et de vos actions. C'est la seule richesse que l'on ne peut pas perdre dans un krach boursier. Cependant, il reste une dernière ombre au tableau, une peur ancestrale qui nous paralyse tous, la peur que tout cela ne serve à rien car tout finit par disparaître. C'est la peur de la mort. Paradoxalement, c'est en regardant la mort en face que l'on apprend à vivre. Les stoïciens pratiquaient le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas morbide, c'est un rappel à l'ordre vital. Beaucoup de gens hésitent à changer de vie parce qu'ils pensent avoir le temps. Ils se disent « je le ferai l'année prochaine ». Ils vivent comme s'ils étaient immortels. Mais si vous réalisiez vraiment, au plus profond de vos tripes, que votre temps est compté et qu'il s'écoule en ce moment même, auriez-vous peur de l'opinion de votre voisin? Auriez-vous peur de rater? Non.
La peur de ne pas avoir vécu devient plus forte que la peur d'échouer. Regardez votre vie actuelle, celle que vous voulez quitter. Imaginez-vous à 90 ans, sur votre lit de mort, repensant à aujourd'hui. Quel serait votre plus grand regret? Avoir tenté de repartir à zéro et avoir échoué? Ou être resté dans cette situation médiocre par sécurité, en vous demandant éternellement « et si ?» Le regret de l'inaction est un poison lent qui ne guérit jamais. L'échec, lui, laisse des cicatrices. Mais ce sont des cicatrices de guerriers, des preuves que vous avez osé vivre dans l'arène plutôt que dans les gradins. Confucius disait, on a 2 vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Votre décision de repartir à zéro est le début de cette deuxième vie. C'est le moment où vous arrêtez d'être un spectateur de votre existence pour en devenir l'acteur principal. Alors, comment savoir si vous avez réussi votre nouveau départ? Ne cherchez pas la validation dans le miroir des autres. Le succès ne se mesure pas à la vitesse à laquelle vous remontez la pente, mais à la sérénité avec laquelle vous la gravissez. Vous saurez que vous avez réussi quand vous ne chercherez plus à fuir votre réalité, mais que vous aurez hâte de vous lever le matin pour la retrouver. Vous saurez que vous avez réussi quand la solitude ne sera plus un vide effrayant, mais une présence apaisante. Vous saurez que vous avez réussi quand vous comprendrez que repartir à zéro n'était pas une perte, mais un retour à l'essentiel. Vous n'avez pas tout perdu. Vous vous êtes retrouvé. Pour conclure cette série, rappelez-vous que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Ce que vous appelez repartir à zéro est en fait une illusion. Vous ne repartez pas de zéro, vous repartez de l'expérience. Vous n'êtes plus l'enfant naïf qui a commencé la première fois. Vous êtes plus fort, plus sage, plus résilient. Le chemin qui s'ouvre devant vous est incertain, oui. Il est risqué, oui. Et c'est exactement pour cela qu'il vaut la peine d'être parcouru. La sécurité est pour les cadavres, la vie est pour les audacieux. N'ayez pas peur de fermer la porte derrière vous. N'ayez pas peur du vide. Sautez, et pendant la chute, il vous poussera des ailes. C'est ici que notre discussion s'arrête, et c'est ici que votre action commence. Le script est fini, mais votre histoire, elle, ne fait que commencer. À vous de l'écrire.